merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 8 septembre. Poursuite des travaux de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine au Palais des Expositions à Alger. Une 5e journée marquée par plusieurs visites officielles, la signature de conventions de partenariat ainsi que des rencontres économiques et thématiques. Les journées s'enchaînent à l'IATF, les contrats aussi. Plusieurs entreprises algériennes et leurs homologues africaines s'affairent à conclure des accords censés stimuler les échanges intra-africains. « 703e jour de l'agression génocidaire contre la bande de Gaza. L'entité sioniste fait plus de 50 martyrs en bombardant des habitations et des tentes de déplacés dans plusieurs régions de l'enclave palestinienne. Et puis en France, François Bayrou perd la confiance qu'il a sollicitée à l'Assemblée nationale, entraînant la chute de son gouvernement. Il doit remettre demain matin sa démission à Emmanuel Macron. Les travaux de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine se sont poursuivis ce lundi au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Le programme de cette 5e journée a été marqué par plusieurs visites officielles, la signature de conventions de partenariat ainsi que des rencontres économiques et thématiques. L'IATF vit au rythme de l'effervescence. Plusieurs entreprises algériennes et leurs homologues africaines s'affairent à conclure des accords qui stimuleront les échanges intra-africains et permettront à plusieurs d'entre elles de connaître leurs premières opérations d'exportation vers le marché continental. Kherdine Batache. Journée historique pour le commerce intra-africain à Alger. L'IATF, c'est d'abord du business. Il semblerait que les entreprises algériennes l'aient bien compris. L'édition d'Alger aura été un terrain de chasse idéal pour les opérateurs économiques nationaux qui pour l'heure ont signé plusieurs accords pour l'exportation de produits, renforçant ainsi la dynamique envers la diversification économique. Plusieurs contrats ont déjà été signés hier et avant-hier. La journée d'aujourd'hui aura été marquée par plusieurs partenariats noués dans les secteurs des équipements électriques et électroniques, l'agroalimentaire, le pharmaceutique, l'automobile et même les start-up. Des accords bilatéraux ont été signés entre le secteur privé mauritanien et le secteur privé algérien, et ce dans divers secteurs, les services, l'agriculture, et nous espérons que ce sera le début d'une nouvelle dynamique dans ce sens. Avec nos partenaires tunisiens et tchadiens, nous avons passé des accords pour un montant supérieur à 1,2 million de dollars et nous espérons que d'autres contrats du genre seront conclus avec d'autres partenaires dans certains modèles spécifiques. Grâce à cette foire, nous avons rencontré notre partenaire algérien et nous avons conclu un accord concernant 7 modèles consacrés au marché africain que nous commercialiserons en Tunisie et ce grâce à la qualité qu'on reconnaît à la société SIM qui excelle dans la fabrication des motocycles. Les montants annoncés aussi entre 100 et près de 500 millions de dollars par entreprise. Le total des transactions passées au Palais des Expositions d'Alger dépasse les 3 milliards de dollars, soit près de 10% du total des 44 milliards de dollars annoncés comme objectif initial. Sortir de la zone de confort et ne plus avoir peur de commercer dans des marchés jusque-là méconnus des opérateurs algériens. L'effet IATF semble produire l'électrochoc nécessaire afin de lancer définitivement la dynamique économique que l'activation de la zone de libre-échange africaine permettra d'optimiser et de consolider. En parlant d'accords, la société algérienne Condor a signé des contrats d'exportation de 80 millions de dollars vers 5 pays en marge de l'IATF. Ces accords conclus avec des entreprises ivoiriennes, sénégalaises, égyptiennes, tunisiennes et libyennes visent à renforcer la présence du groupe algérien sur les marchés africains.
Condor participe à l'IATF, au Salon commercial intra-africain 2025, en présentant toutes les marques que nous produisons localement, que ce soit les marques locales ou les marques internationales, et tous les produits que nous exportons sur les marchés internationaux, et entre autres les pays africains. L'IATF nous a permis de rencontrer des opérateurs économiques qui viennent de toute l'Afrique. Nous avons eu des discussions ou des manifestations d'intérêt de la part d'opérateurs du Gabon, d'opérateurs du Nigeria. D'ailleurs, demain, on aura une visite officielle du président du Forum des chefs d'entreprise et de la Chambre de commerce et de l'industrie nigérienne à Borj-Bouaririche qui viendront visiter les infrastructures industrielles de Condor. Et aujourd'hui, nous assistons à la signature de 6 conventions, 2 nouveaux marchés pour Condor, le marché ivoirien, le marché sénégalais, en plus des 4 marchés où on renouvelle à nouveau notre partenariat avec le marché égyptien, libyen, tunisien et mauritanien pour une valeur globale de plus de 80 millions de dollars par an. Et toujours en marge de l'IATF, El Souidi Electronic Algeria, Electric Algeria prévoit d'investir 2,5 milliards de dollars en Algérie. Une déclaration d'intention a été signée cet après-midi dans ce sens entre la société et l'agence algérienne de promotion de l'investissement. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Algérie et ce groupe leader dans les industries électriques et les énergies renouvelables. Nous sommes honorés aujourd'hui de signer un accord d'investissement d'une valeur de 2,5 milliards de dollars en coopération avec l'Agence algérienne de développement de l'investissement. Nous remercions l'agence ainsi que le gouvernement algérien pour leur considération et pour nous avoir permis de prendre part à la scène de l'investissement en Algérie. En tant qu'investisseur actif à l'échelle mondiale, nous confirmons que l'environnement d'investissement en Algérie est sain, ce qui a encouragé le groupe Souidi à injecter 2,5 milliards de dollars en Algérie. Nous plaçons également de grands espoirs dans la possibilité de doubler ces investissements à l'avenir, en adéquation avec les politiques du gouvernement algérien et les opportunités qu'offre le pays. Nous affirmons enfin que nous ne ménagerons aucun effort pour honorer l'Algérie et son peuple. Et à 2 jours de la fin de cet événement commercial majeur pour l'Afrique, Afreximbank a affiché son optimisme quant à l'objectif d'atteindre plus de 40 milliards de dollars de contrats qui devraient être annoncés lors de la cérémonie de clôture. Nous sommes sur la bonne voie. Nous pouvons atteindre cet objectif de 44 milliards de dollars. Je pense que nous y arriverons. Dans 2 jours, nous allons annoncer les chiffres. Je vous demande de venir à la cérémonie de clôture au moment où nous annoncerons les accords conclus dans les différents pavillons, dans les différents stands, dans les différents programmes. Il y en a eu plusieurs où des accords ont été conclus. C'est toute l'idée. L'essence même de cette foire commerciale est de conclure des accords commerciaux et d'investissement. C'est notre objectif. Afreximbank qui multiplie les initiatives pour renforcer les capacités africaines. Lors d'un atelier EPC, l'institution a mis en avant l'importance de valoriser les contractants du continent. L'objectif de cet atelier EPC est de sensibiliser sur les capacités des contractants EPC africains et de les préparer à tirer parti du potentiel du marché des infrastructures en Afrique. Nous avons constaté que très souvent, lorsqu'il y a des appels d'offres pour des projets, ils sont attribués à des contractants EPC étrangers. Cela signifie que la valeur créée n'est pas retenue sur le continent, mais transférée ailleurs. Aujourd'hui, nous disposons d'un solide portefeuille de projets et ce que nous essayons de faire, c'est de mettre en relation ces contractants EPC africains avec ces projets. Nous cherchons aussi à les accompagner grâce à des outils financiers qui leur permettent de soumissionner de manière compétitive lorsque des opportunités se présentent. Nous pouvons émettre des garanties pour les soutenir afin de les rendre plus compétitifs à l'échelle internationale. La foire commerciale intra-africaine, c'est aussi une vitrine sur les produits dont recèle le continent. Focus dans cette édition sur l'industrie du café et du cacao, entre puissance africaine de production et ambition de transformation locale. Ce secteur illustre le potentiel et les défis du commerce intra-africain. Asma Laïd. Production de café
La foire commerciale intra-africaine, grand rendez-vous du Made in Africa. La réalité économique mondiale est là pour attester que l'Afrique est bien un leader mondial dans la production de café et de cacao, représentant une grande partie de la production mondiale. Oui, exactement. Déjà, des coups d'œil à la foire intra-africaine qui met en avant ce champ d'initiative pour justement promouvoir les entreprises championnes en Afrique dans différents secteurs et plus particulièrement dans le secteur du café cacao. L'Éthiopie, bien sûr, avec le café éthiopien, absolument, et des pays aussi comme la Côte d'Ivoire qui font la transformation du cacao. Les cafés qu'on consomme au monde entier, ça vient d'Afrique. Quelques pourcentages au moins. Le grand pourcentage, ça vient d'Afrique. Et le Rwanda, ça fait partie le pourcentage des cafés qu'on voit au monde. Là où on cultive les cafés avec la passion, c'est l'une des crops pour nous qui a beaucoup de richesses, qui a beaucoup d'histoire. L'IATF 2025 vise à accélérer l'intégration africaine en valorisant les ressources locales pour renforcer la souveraineté économique du continent. On a beaucoup de networking déjà avec beaucoup d'entreprises qui ont envie de se connecter. Et encore, en fait, cette plateforme est tellement bien pour rencontrer les acteurs. Tous les acteurs sont là dans une même plateforme et ça nous permet de faciliter, de nouer des relations. Cette manifestation représente une étape déterminante pour accélérer l'intégration économique du continent. Il y a beaucoup de contacts, d'opportunités, beaucoup de forums très intéressants pour mettre en valeur et en avant ce que fait l'Afrique pour le commerce intra-africain. La foire commerciale intra-africaine offre une vitrine continentale aux participants, facilitant ainsi leur mise en relation avec des investisseurs. L'IATF crée des liens entre les nations pour pouvoir avancer ensemble. Moi, ma participation à l'IATF, c'est de trouver des partenaires pour nous faciliter la transformation du café et du cacao. J'ai vraiment tombé amoureuse du pays. La deuxième chose, c'est qu'il y a plein de choses à voir avec l'IATF. Il nous a aidé pour faire la connexion, pour faire la connaissance avec des autres pays, connaître de produits nouveaux sur le marché, spécialement pour notre société. L'Afrique, berceau de l'humanité et avenir du monde, regorge de richesses naturelles reconnues. Le café et le cacao ne sont, malgré leur importance, qu'un reflet de toutes les richesses de notre continent au service de l'économie continentale. Ces deux produits très prisés à l'export, notamment en Europe, ne profitent pas toujours aux producteurs locaux qui voient le fruit de leur labeur se dissiper dans les méandres du commerce international et dont la mise en œuvre de la ZLECAf ouvrira certainement des perspectives meilleures pour une valorisation plus juste et équitable. Et pour revenir aux signatures, le groupe algérien Sonatrach a signé ce lundi à Alger un protocole d'entente avec la compagnie nationale kényane de pétrole NOC en marge de la 4e édition de l'IATF pour l'approvisionnement du marché kényan en gaz de pétrole liquéfié GPL et en produits pétroliers et la réalisation de projets conjoints dans le domaine de l'exploration et de la production d'hydrocarbures. La cérémonie de signature tenue au siège de la direction générale de Sonatrach a été présidée par les PDG des deux compagnies. Il convient de noter que la signature de ce protocole s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d'entente signé entre les gouvernements algériens et kényans et qui vise à renforcer la coopération bilatérale dans le secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie. Il s'agit également d'un pas qualitatif sur la voie du partenariat énergétique entre nos deux pays. Il traduit également la volonté de Sonatrach d'étendre ses partenariats au niveau continental et conforter sa place d'acteur majeur et influent dans le secteur de l'énergie, à la fois au niveau régional et international.
Nous avons entamé des négociations qui vont mener à la mise en œuvre des accords commerciaux concernant l'achat de GPL dans le cadre d'appels d'offres ouverts aux accords bilatéraux. Comme nous prévoyons de nous lancer dans des discussions qui mèneront à des partenariats dans l'exploration des hydrocarbures au Kenya. Le mémorandum signé aujourd'hui dépasse la simple dimension d'un simple document. Il s'agit de la concrétisation de l'esprit de coopération et d'initiative qui nous anime. Et un accord de coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Ouganda a été signé également ce lundi à Alger par le ministre algérien des Finances, Abdelkrim Bouzerd, et son homologue ougandais, Matia Kassaya, en présence de la secrétaire d'État algérienne auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, Selma Barta Mansouri. Cet accord signé au siège de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement vise à faciliter les procédures fiscales, administratives et douanières entre les deux pays, créant ainsi un environnement propice au déploiement de projets structurants. Par ailleurs, le secrétaire d'État algérien auprès du ministre de l'Énergie chargé des énergies renouvelables, Nordin Yassar, a reçu ce lundi Karl Félix Wolf, conseiller chargé de la coopération internationale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord auprès de l'Institut allemand de métrologie, avec lequel il a discuté de moyens de développer la coopération dans le domaine des infrastructures de qualité dans les énergies renouvelables. La rencontre s'est déroulée en marge de l'IATF. Et toujours en marge de la 4e édition de l'IATF, le ministre d'État algérien, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu ce lundi le vice-ministre russe de l'Énergie, Roman Marshavin, et la délégation l'accompagnant pour examiner les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables. Les deux parties ont passé en revue les perspectives de développement de la coopération bilatérale au service des intérêts des deux pays, réaffirmant leur engagement à consolider le partenariat énergétique en tirant parti des opportunités disponibles, notamment dans les domaines des hydrocarbures, de la recherche et de l'exploitation, du développement des gisements et de l'industrie pétrolière et gazière en Algérie, et ce, à la faveur de la coopération entre le groupe Sonatrach et la société russe Gazprom. Dans l'actualité également, l'Algérie a pris part ce lundi aux travaux de la 2e session du sommet Afrique-CARICOM, la communauté caribéenne, tenue au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, sous le thème partenariat transcontinental en faveur d'une justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations. Ce sommet réunissant les 55 États membres de l'Union africaine et les pays de la CARICOM sous la présidence de l'Angola, en présence du président et du vice-président de la Commission de l'Union africaine et du représentant du secrétaire général des Nations Unies, a été l'occasion de renforcer les liens historiques entre les pays membres de ces deux organisations et leurs peuples, et d'examiner les moyens de consolider les liens de coopération dans les domaines culturels, économiques et commerciaux. Je vous en parlais en titre, l'agression génocidaire contre la bande de Gaza se poursuit pour le 703e jour consécutif. L'entité sioniste a fait plus de 50 martyrs en bombardant des habitations et des tentes de déplacés dans plusieurs régions de l'enclave palestinienne. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 67 martyrs et 320 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est élevé à 64 522 martyrs et 163 096 blessés. Et la plupart des victimes des bombardements de l'entité sioniste effectués ce lundi ont été recensées dans et autour de la ville de Gaza, au centre, où au moins 32 Palestiniens sont tombés en martyrs. Le Sud n'a pas échappé également au raid. Plus d'une quinzaine de Palestiniens y sont tombés en martyrs.
Je vous en parlais également en titre en France. François Bayrou a perdu la confiance qu'il a sollicitée à l'Assemblée nationale, entraînant la chute de son gouvernement. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, un gouvernement tombe lors d'un vote de confiance. Bayrou, qui doit remettre demain matin sa démission à Emmanuel Macron, a quitté l'Assemblée nationale sans déclaration. Souhila Akilal. Pour l'approbation. Comme le prévoyait la classe politique et l'opinion publique, Bayrou a échoué à avoir la confiance de l'hémicycle. Les parlementaires ont scellé le sort du gouvernement sortant ce lundi, au terme de la déclaration de politique générale du Premier ministre et une prise de parole de chaque président de groupe. 364 députés ont donc voté contre la confiance au Premier ministre. François Bayrou doit donc quitter sa fonction ce lundi, sans avoir su forger de compromis sur la dette, son œuvre promise depuis 30 ans, alimentant la crise politique qu'il était censé résoudre. Emmanuel Macron est déjà en quête d'un successeur à Bayrou, sous la pression des oppositions. Ses proches n'excluent pas une prise de parole dans les prochains jours, évoquant un chef de l'État qui, cette fois-ci, veut aller vite. Les noms de certains ministres actuels ont déjà circulé, notamment Sébastien Lecornu, ministre des Armées, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, à qui l'on prête des ambitions présidentielles pour 2027, ou encore Catherine Vautrin, ministre du Travail. Emmanuel Macron pourrait décider de dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer de nouvelles élections législatives anticipées. Plusieurs oppositions y sont favorables, considérant que seule une nouvelle légitimité populaire permettrait de sortir de l'impasse. Mais le président français, qui a déjà tenté cette voie avec des résultats incertains, a laissé entendre qu'il ne souhaitait pas y recourir, même s'il ne se prive pas de ce pouvoir constitutionnel. La destitution du président français Emmanuel Macron est un scénario envisageable selon Jean-Luc Mélenchon, qui a déposé une motion en ce sens à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a déjà indiqué qu'une démission n'était pas à l'ordre du jour. Le vote de ce 8 septembre marque un tournant. Il s'est annoncé comme le révélateur d'une crise institutionnelle profonde, un régime sans majorité et sous tension sociale. Avec la chute de Bayrou, le président français devra maintenant choisir entre un nouveau Premier ministre, une dissolution ou un intérim prolongé. En France, l'Assemblée nationale a donc tranché. François Bayrou a joué son va-tout lors d'un vote de confiance, une échéance décisive qui aura cristallisé le chaos politique et économique et l'instabilité gouvernementale qui secoue le pays. Et ce n'est pas le Premier ministre qui dira le contraire. Sûr de un au fait. Face à la responsabilité, aujourd'hui, vous vous effacez. Dans le grand silence de l'été, nous pensions que vous prépariez le budget. En réalité, vous prépariez votre sortie. Derrière votre geste politique, solitaire et désinvolte, votre faux sacrifice en dissimule un vrai. Celui des millions de Français, de l'Hexagone et des Outre-mer, ces précaires, ces mères seules, ces travailleurs qui ne vivent plus de leur travail, toutes celles et tous ceux pour qui la vie est déjà dure. C'est sur leur dos, déjà courbés, hélas, que vous voudriez écrire votre légende, celle d'un futur roi qui aurait raison contre tous et pour qui la fin personnelle justifie les moyens publics et politiques. Aux yeux de l'extrême gauche, le mal est encore plus profond. Au-delà de la chute du gouvernement, la France insoumise a exigé le départ d'Emmanuel Macron et réclamé des élections anticipées. Il y a une vraie satisfaction parce qu'il y a eu une forfaiture démocratique d'Emmanuel Macron en juillet dernier qui était de ne pas permettre à la coalition gagnante de gouverner ce pays. On est venu à bout par la censure du gouvernement Barnier et là, enfin, on va venir à bout du gouvernement Bayrou qui a perpétué la même politique absolument négative pour le pays, ouvrant une crise démocratique, une crise économique, sociale qu'on a connue. Donc nous, je pense que ça va être un soulagement pour beaucoup de Français et pour nous aussi. Et j'espère très sincèrement qu'il n'y aura pas derrière je ne sais quelle combinaison pour essayer de maintenir en vie le macronisme et que tout ça va ouvrir sur un retour au peuple. Et vous savez que pour nous, notre préférence vont vers des présidentielles anticipées parce que le problème remonte à l'Élysée.
Et pour la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, la France de Bayrou ressemble à une cocotte minute au bord de l'explosion. Il reste une option, la cohabitation. Et donc cohabitation, pour ceux qui n'ont pas bien compris chez les macronistes, ça veut dire que le Premier ministre n'est pas du camp politique du Président de la République. Et donc il y a deux blocs qui restent, l'extrême droite, et j'espère que personne n'a en tête que ça doit être eux qui doivent être nommés à Matignon. Et donc il reste une solution, c'est le nouveau Front populaire. Et donc le Président de la République, il a plein de noms à sa disposition. Voilà. C'est lui, du fait de l'article 8 de la Constitution, qui doit nommer un ou une Première ministre. Et je le dis, il n'a pas de choix que de nommer quelqu'un issu des rangs du nouveau Front populaire. Qui, quand, comment, c'est sa décision, mais s'il nomme quelqu'un d'autre qu'un ou une Première ministre issu des rangs du nouveau Front populaire, alors il aura vraiment officiellement piétiné les institutions, et cette France qui ressemble à une cocotte minute va finir par exploser, il faut se le dire. On termine avec cette info sportive, football et 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'Algérie a consolidé ce soir sa place de leader du groupe G avec 19 points, et ce en dépit de 100 matchs nuls concédés face à la Guinée à Casablanca sur le score de 0 partout. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.